Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passerez cette bonne heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons analyser la crise haïtienne. Je vous le dis, l'erreur à ne pas commettre, c'est de vous concentrer sur un arbre, c'est de vous concentrer sur une pierre, c'est de vous concentrer sur une rue, c'est-à-dire c'est de vous concentrer sur une facette de la crise tout en perdant la vue globale. Et mon rôle à cette chaîne, c'est de vous aider à capter l'image d'ensemble, c'est de vous aider à comprendre le portrait global de cette crise, de manière à vous éviter de sombrer dans ces distractions qu'on nous balance comme ça, comme de la viande rouge qu'on balance à des chiens sauvages. Par exemple, ce qui a défrayé les manchettes au cours de ces derniers jours, c'est le fait qu'un autre ancien président d'Haïti est sanctionné par le Canada. Ce qui a défrayé la nouvelle, c'est qu'un autre homme d'affaires d'Haïti est placé sur la fameuse liste des gens à bannir par le Canada. Au fait, j'insiste, c'est de la distraction tout cela, parce que ce que le Canada, ce que les États-Unis, ce que la France, bref, ce que les ambassadeurs étrangers qui sont accrédités à Port-au-Prince, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de dépecer Haïti. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de suivre quelques documentaires qui sont construits par des gens d'affaires étrangers, des documentaires qui nous révèlent comment il y a déjà des investisseurs qui sont prêts à, n'est-ce pas, faire ni plus ni moins de l'île de la Gonâve une espèce d'île à part d'Haïti.
Et ce plan-là ne concerne pas seulement l'île de la Gonâve, il y a des plans comme cela aussi pour l'île de la Tortue. Bref, il y a un plan macabre selon lequel il faut dépecer Haïti. Transformer ce pays en une espèce de territoire transnational. Territoire transnational à la tête duquel on retrouverait des dirigeants transnationaux, c'est-à-dire des ambassadeurs étrangers, qui seraient les véritables maîtres d'œuvre de ce pays, les véritables ordonnateurs de ce pays, et ils continueront, ces gens-là, à placer des politiciens véreux, des politiciens soi-disant nationaux, mais dont le rôle, dont la mission consistera justement à suivre à la lettre l'agenda de ces dirigeants transnationaux. Quant à la population haïtienne, on va continuer à en faire, comme le département d'État l'avait décidé depuis 1915. Quant à la population haïtienne, on va continuer à en faire la main-d'œuvre servile, convéable et taillable pour tous les pays de la région, sinon tous les pays du monde. C'est ainsi que vous devez comprendre le plan Biden. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aux États-Unis, il y a une pénurie de main-d'œuvre, n'est-ce pas, au Canada. On va donc venir chercher de la main-d'œuvre non qualifiée en Haïti, aussi longtemps qu'on en a besoin. Quand on n'en aura plus besoin, on va retourner cette main-d'œuvre chez elle. Quand il y a une pénurie, n'est-ce pas, de main-d'œuvre qualifiée aussi, mais on va venir la chercher, cette main-d'œuvre qualifiée en Haïti. Le Canada, ces jours-ci, est en train de délivrer des visas d'étudiants à nos jeunes, à leurs épouses, à leurs conjoints, à leurs familles. Il y a comme un mot d'ordre qui est passé pour qu'on débarrasse Haïti à la fois de ses bras et de ses cerveaux. Et donc, le régime de sanctions du Canada, c'est tout simplement une distraction par laquelle distraction, le Canada se débarrasse d'anciens collaborateurs qui sont devenus trop embarrassants, d'anciens collaborateurs sur le compte desquels circulent trop de mauvaises nouvelles, mais on les enlève, on les sanctionne, on les ostracise, pour les remplacer, ces collaborateurs-là, par de nouveaux collaborateurs plus dociles, non moins véreux, non moins corruptibles. Entre-temps, la population haïtienne perdra pour toujours, tel est le plan macabre du Canada, des États-Unis et de la France, la population haïtienne, le peuple haïtien, perdra pour toujours le contrôle de son destin politique. Et ce pays-là continuera d'être le théâtre d'élections bidons, d'être le théâtre d'élections frauduleuses, mais béni par l'OEA, béni par les Nations Unies, béni, comme toujours, par les ambassadeurs de ces pays-là. Vous notez, en 2010, malgré le fait que tout le monde était au courant qu'il y a eu une fraude massive, une fraude électorale massive, ça n'a pas empêché l'OEA de dire que ce sont de bonnes élections. Ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, que les États-Unis, le Canada, la France, les Nations Unies, toujours les mêmes entités blanches malveillantes, ça ne les a pas empêchés de dire que les élections étaient bonnes, même si tout le monde savait alors, et tout le monde a su par la suite que c'était une fraude électorale massive. Donc je reprends le plan d'ensemble, et c'est ce que je vais développer avec vous. Le plan d'ensemble, le plan global du Canada, le plan global des États-Unis, le plan global de la France pour Haïti, c'est de dépecer le territoire haïtien, 27 000 km², et d'en faire, si vous voulez, des lotissements qui vont être gérés par des gens d'affaires, qui vont par exemple décider que l'île de la Gonâve devrait être le centre touristique de la région des Caraïbes. Mais cette île de la Gonâve serait dirigée par des gens d'affaires étrangers.
On va décider, par exemple, que l'île de la Tortue serait sous le contrôle de tel autre consortium étranger. Et donc, chaque partie du pays sera vendue et gérée par des mains étrangères. Entre-temps, Haïti restera Haïti, en apparence. On continuera toujours à parler du pays d'Haïti. On continuera à parler de la capitale d'Haïti. On continuera à nous, n'est-ce pas, précipiter vers des élections bidons. Mais tout cela ne sera qu'apparence. Le plan véritable, c'est de dépecer le pays. Et pour qu'on ne comprenne pas toujours, on nous balance parfois quelques distractions. Depuis 3-4 mois maintenant, la distraction favorite du Canada, mais c'est le régime de sanctions. Mais reprenez la liste des sanctionnés. Reprenez la liste des anciens premiers ministres. Reprenez la liste des anciens présidents. Reprenez la liste des anciens politiciens qui sont sanctionnés par le Canada. Vous verrez qu'il y a un point commun. Ils sont tous d'anciens collaborateurs des États-Unis, de la France et du Canada, justement d'anciens collaborateurs que ces pays-là ont soutenus à bout de bras. Mais aujourd'hui, qu'ils sont devenus embarrassants, on les sanctionne, on les met de côté de manière à aller chercher de nouveaux collaborateurs, mais qui ne seront nouveaux que de nom. Ils vont aller chercher d'autres collaborateurs qui seront aussi corrompus que les premiers, d'autres collaborateurs qui seront aussi véreux que les premiers, d'autres collaborateurs qui seront aussi dociles à la volonté diabolique de ces pays tuteurs. Entre-temps, la population haïtienne continuera à s'exiler. La population haïtienne continuera d'être utilisée comme la main-d'œuvre servile, taillable et corvéable à merci pour tous les pays de la région, parce que c'était ça depuis 1915, le plan du département d'État pour Haïti. C'est pour ça que je vous dis qu'il nous faut faire du renversement d'Ariel un coup d'éclat par lequel nous allons reprendre notre destin politique. Aussi longtemps que nous perdrons le contrôle de notre destin politique, tout ce que nous ferons ne sera que perte de temps. La table est mise. Je vous invite à ce stade-ci, vous connaissez le rituel, à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature, à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Pour comprendre ce plan diabolique du Canada, de la France et des États-Unis pour Haïti, il vaut peut-être la peine de se rappeler ce que la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, entre autres, ont fait à la Libye de Kadhafi. Vous vous souvenez, ça fait déjà 12 ans, c'était en 2011. C'était en 2011. La France s'est présentée comme le défenseur de la population libyenne, une population qui est soumise à une dictature.
Et la France de Sarkozy, le même Sarkozy qui avait déroulé le tapis rouge pour Mouammar Kadhafi, le même Sarkozy dont la campagne a été financée par Kadhafi, le même Sarkozy qui avait introduit Kadhafi au monde, parce qu'il avait été mis au banc des accusés dans les années d'avant, ce même Sarkozy, désormais c'était le pire ennemi de Kadhafi. Et le temps de le dire, écoutez bien les termes ici, car ce sont à peu près les mêmes termes qu'on utilise pour Haïti. Le temps de le dire, on a mis sur pied un Conseil national de transition. En Haïti, on a un haut Conseil de transition. La même merde. En quelques mois, on va capturer Kadhafi, on va le torturer, on va l'assassiner. Et 12 ans plus tard, rendez-moi fou ou sage, dites-moi si le sort du peuple libyen est meilleur que ce qu'il a connu sous Kadhafi. Dites-moi, 12 ans plus tard, si la Libye est mieux gérée aujourd'hui qu'elle ne le fut sous Kadhafi. La vérité, c'est que ce Kadhafi avait des ambitions panafricaines. Ce Kadhafi voulait lancer une monnaie unique pour l'Afrique, ce qui fait peur à la France. Ce Kadhafi voulait offrir un service Internet gratuit, n'est-ce pas, sur tout le continent africain. Ce Kadhafi voulait introduire des technologies de communication avancées, les développer pour tout le continent africain. Devant de telles ambitions, la France a pris peur, car un continent africain qui se reprend en main, un continent africain qui est géré par une seule monnaie, c'est un continent africain sur lequel la France n'aura plus de contrôle, sur lequel la France n'aura plus de mainmise. Alors il fallait se débarrasser de ce dirigeant encombrant. On l'a capturé, torturé, assassiné. Mais 12 ans plus tard, qu'est devenue la Libye? Un endroit d'exportation du terrorisme pour tous les pays de la région. Sous Kadhafi, c'était un pays sûr. Sous Kadhafi, la population avait droit à un système de santé, la population avait droit à de l'éducation, pour ne citer que ces exemples-là. Mais 12 ans plus tard, la Libye est dépecée, la Libye est morcelée, et la Libye est devenue une plaque tournante d'exportation de terrorisme pour tous les pays de la région, les pays du Sahel, pour ne citer que ces exemples-là. Et où sont passées les promesses de la soi-disant communauté internationale? Où sont passées les promesses de la France? Où sont passées les promesses des États-Unis? Où sont passées les promesses du Royaume-Uni? Au diable tout cela. Entre-temps, les compagnies étrangères ont fait main basse sur le pétrole de la Libye et la population libyenne s'exile, la population libyenne s'expatrie. Bref, la Libye est devenue une espèce de territoire transnational aux mains des compagnies étrangères qui exploitent ses ressources au détriment de sa propre population. Eh bien, je vous ai rappelé ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Libye. Mais c'est précisément ce plan-là que le Canada, cette fois-ci, la France et les États-Unis sont en train de mettre en place en Haïti. Depuis 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Haïti a perdu le contrôle de son destin politique. Depuis 20 ans, le peuple haïtien ne choisit plus ses dirigeants. Le peuple haïtien n'a pas son mot à dire dans la gouvernance de son territoire. Il y a 20 ans, nous rappelait notre confrère Jafrique Haïti, il y avait 7000 élus à tous les échelons de la société haïtienne. 20 ans plus tard, il y a 0 élu et pourtant, ce pays-là continue en apparence d'être dirigé. Nous avons un Premier ministre, nous avons un gouvernement.
mais des gens qui ne sont ni élus par la population haïtienne, des gens qui ne sont ni légitimés par la population haïtienne, mais que la communauté des nations malveillantes soutient à bout de bras. Des gens auxquels cette communauté-là tient, mordicus. Si bien que lorsque vous réclamez leur démission, cette communauté des nations malveillantes vous dira « Ah ouais, mais vous savez, vous n'êtes pas assez inclusif. Vous n'êtes pas assez unis, vous ne dialoguez pas suffisamment. » Et entre-temps, on veut nous précipiter vers des élections bidons. Et vous notez ce qui est en train de se mettre en place? La même chose qui s'est passée en Libye. En Libye, c'était le Conseil national de transition. Chez nous, c'est le Haut Conseil de transition. La même merde. Et pour qu'on nous fasse croire que ces nations malveillantes, ces États malveillants, le Canada, les États-Unis et la France, pour qu'on nous fasse croire qu'ils veulent notre bien, eh bien, le Canada est en train de se délester de ses anciens collaborateurs qui furent premiers ministres, qui furent présidents, qui furent députés, qui furent sénateurs, tous au service de cette communauté des nations malveillantes. Mais puisqu'il y a trop de rumeurs qui circulent sur leur compte, puisqu'il y a trop de mauvaises nouvelles qui circulent à leur sujet, le Canada qui veut faire peau neuve, le Canada qui veut sauver une certaine image aux yeux de la population haïtienne, eh bien se déleste de quelques-uns de ses collaborateurs. Reprenez la liste des sanctionnés. Vous allez me parler de Michel Martelly qui n'a jamais été élu, mais placé à la tête du pays, à la suite d'une fraude électorale massive orchestrée par le Canada, les États-Unis, la France. Eh bien, il est sanctionné par le Canada. Mais entre-temps, les États-Unis disent, il vit chez moi, il a la citoyenneté américaine, il réside à Miami, je ne peux pas le sanctionner. Et on a avalé cette bêtise. Une nation qui ne peut pas sanctionner ses propres citoyens, mais qui est plus habile à sanctionner des étrangers. Vous y croyez, vous? Mais dans le concret, qu'est-ce qu'une sanction canadienne fait de tort à Michel Martelly? Aucun. Sinon qu'on lui envoie le message sibyllin qu'on ne veut pas de lui comme candidat aux prochaines élections. C'est réglé. On voit sur cette liste de sanctionnés 2 anciens premiers ministres. Un Laurent Lamotte qui se battait pour être candidat aux prochaines présidentielles. On a dit, ah mais non, on ne veut pas de lui. Pour toutes sortes de raisons, mais c'était un ténor du PHTK. La population haïtienne déteste, n'est-ce pas, ce nom-là. Donc ce qu'on fait, on fait tomber les têtes les plus visibles du PHTK. Donc on sanctionne Laurent Lamotte aussi. On sanctionne un autre ancien premier ministre, Henri Séan. Et là, sans compter les 2 sénateurs, dont le sénateur Lambert, qui, selon ses propres dires, fut au service de la communauté des nations malveillantes pendant plus de 30 ans, lui aussi il est sanctionné parce que lui, il voulait s'accaparer de la présidence pendant la transition au nom du fait qu'il était le président de ce qu'il restait du Sénat haïtien, lui aussi sanctionné, Yuri Latortue sanctionné. Et au cours des derniers jours, le Canada a mis sur son infâme liste un autre ancien président à la personne de Jocelyn Meprivert. Parce que lui aussi se préparait à être candidat aux prochaines présidentielles. Lui aussi commençait à sonder le terrain, il commençait à aller chercher des appuis pour se lancer en campagne. La communauté des nations malveillantes dit non, on l'a déjà eu, on ne veut plus le revoir. Et une bonne façon de le lui faire comprendre,
c'est de l'inscrire, lui aussi, sur la liste infâme des sanctionnés. Déjà, il y a quelque chose d'insultant, il y a quelque chose, n'est-ce pas, d'indignant pour tout patriote, le fait que ce soit ces mêmes nations tutrices, ces mêmes États déstabilisateurs d'Haïti, ces mêmes États dépeceurs d'Haïti, il y a quelque chose donc qui nous indigne en tant que patriotes, que ce soit ces mêmes pays-là qui sanctionnent d'anciens collaborateurs. La vérité, c'est que ce que le Canada est en train de sanctionner sont d'anciens collaborateurs qui, jusqu'à tout récemment encore, collaboraient au projet du Canada. Je vais vous parler de ce compromat de Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada accrédité à Port-au-Prince. Je vous l'ai dit mercredi dernier, jusqu'au mois de novembre dernier, Sébastien Carrière prenait un café avec l'ancien président Jocelyn Privert, il l'invitait à manger chez lui et ce dernier l'invitait à son tour à déjeuner en sa résidence privée. Et puis, oups, comme ça. Comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau, Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, sanctionne Jocelyn Privert. Il y a lieu de se demander, mais si le Canada a de bonnes raisons de sanctionner Jocelyn Privert, il faut se demander, mais depuis quand le Canada était au courant de ces rumeurs-là? Depuis quand le Canada était au courant de l'accointance de Jocelyn Privert avec les gangs? Parce qu'il y a quelque chose en relations internationales qu'on appelle un compromat. Un compromat, c'est lorsqu'un diplomate étranger se trouve dans une situation embarrassante, lorsqu'un diplomate, par son indélicatesse, par son imprudence, place son pays dans une situation, ma foi, gênante. Et c'est le cas de Sébastien Carrière pour le Canada. Le Canada qui semble se faire passer comme Mr. Clean. Le Canada, mon œil, qui se fait passer pour le pays qui ne transige pas avec les politiciens qui sont trempés dans la corruption, avec les politiciens qui sont trempés dans la violence, je veux bien. Mais si tel est le cas, ce que le Canada reproche à Jocelyn Privert, depuis quand le sait-il? Depuis quand Sébastien Carrière savait-il qu'il y avait toutes sortes de rumeurs, exemple, sur la proximité de Jocelyn Privert avec certains gangs? Si nous, comme individus, on était au courant de ces rumeurs-là, à combien plus forte raison, a fortiori, diraient les juristes, le service de renseignement du Canada était-il au courant de tout cela? Et pourtant, vous dis-je, jusqu'au mois de novembre, Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada, prenait son café avec Jocelyn Privert. Il le consultait régulièrement. Quand Sébastien Carrière était énervé par le fait qu'un ancien consul d'Haïti à Montréal l'avait apostrophé sur ces soi-disant blindés qu'il avait promis à Haïti et qu'il voulait le faire congédier, mais il n'a consulté personne d'autre que Jocelyn Privert pour savoir quelle est la conduite à tenir, et Jocelyn Privert l'a conseillé. Jocelyn Privert, c'est l'homme sur lequel le Canada comptait pour accréditer le Haut Conseil de transition à la tête duquel le Canada, les États-Unis et la France ont placé Mirland Manigat. Et si vous voulez bien revoir cette image d'un Jocelyn Privert tiré à quatre épingles qui a fait le déplacement pour l'installation de ce Haut Conseil de transition en présence de nul autre que Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada, et pourtant, quelques jours plus tard, ce même ambassadeur allait sanctionner Jocelyn Privert. Mais j'ai le goût de demander à Sébastien Carrière, depuis quand saviez-vous que Jocelyn Privert avait pris langue avec
les gangsters. Mais il y a une autre question à se poser. Si vous avez pu manger avec Jocelyn Privert, dont vous dites qu'il finance les gangs, mais vous auriez pu manger aussi avec Vitellum, vous auriez pu manger aussi avec Barbecue, vous auriez pu aussi prendre votre café avec les autres bandits d'Haïti. Ça s'appelle littéralement un compromat. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous dites que Jocelyn Privert finance les gangs, et pourtant, vous continuez à manger avec lui, mais c'est que d'une certaine manière, vous aussi, pouvez être accusé d'association de malfaiteurs. Et donc, vous méritez, vous aussi, Monsieur Carrière, la sanction de votre propre pays. Donc, à moins que ce régime de sanctions soit une farce, à moins que ce régime de sanctions, ce qu'il est en vérité, soit une véritable distraction pour le peuple haïtien, pour qu'on applaudisse ce bon pays hypocrite qu'est le Canada qui sanctionne les anciens collaborateurs pour les remplacer par des collaborateurs non moins corrompus, non moins corruptibles, non moins vénaux, non moins véreux, à moins que tout cela soit une distraction, je ne comprends plus la logique du régime des sanctions du Canada. Un jour, l'ambassadeur du Canada déjeune avec un ancien président, le jour d'après, il le sanctionne. Un jour, l'ambassadeur du Canada sollicite la consultation de l'ancien président d'Haïti, le jour d'après, il le sanctionne. Un jour, il lui demande d'avaliser le Haut Conseil de transition en vue de conduire la population haïtienne vers des élections bidons. Le jour d'après, il le sanctionne. La vérité, je vous le dis, c'est qu'il y avait un deal. Il y avait une entente entre le Core Group et Jocelyn Privert. On disait qu'il a géré une transition pendant 1 an et il y a eu apaisement. Qu'il a géré, n'est-ce pas, des élections qui ont conduit Jovenel Moïse au pouvoir et il n'y a pas eu un seul pétard. Pendant ces élections-là, donc, on le faisait passer comme celui qui pourrait apporter ce fameux apaisement à la population haïtienne. Et donc, il y a eu un deal, il y a eu une entente entre l'ambassadeur du Canada et Jocelyn Privert, avaliser le HCT, n'est-ce pas, soyez, si vous voulez, un supporter d'Ariel Henry, et on fera de vous le prochain président d'Haïti, et il y croyait. Et voilà qu'après qu'il a aidé l'ambassadeur du Canada à congédier le consul d'Haïti à Montréal, après qu'il a donné son aval à l'installation du HCT, le jour d'après, après justement que Sébastien Carrière a déjeuné, a mangé avec lui, le jour d'après, il est sanctionné. Alors, en langage diplomatique, dans le langage des relations internationales, Sébastien Carrière est pris dans un compromat. Si Jocelyn Privert est un criminel qui finance les gangs, eh bien, Sébastien Carrière doit être accusé d'association de malfaiteurs pour avoir mangé quelques jours, quelques semaines avec ce même soi-disant malfaiteur, pour l'avoir invité à manger chez lui, après que lui-même a été mangé chez ce malfaiteur. Donc vous voyez que là, cette affaire de sanction commence à ressembler à du ridicule. C'est du grand n'importe quoi. Mais ce n'est pas seulement le régime de sanctions du Canada qui est du grand n'importe quoi. Si vous allez sur le compte Twitter de l'ambassadeur Carrière, si vous vous référez au plan du Canada pour résoudre la crise en Haïti, le Canada dit que notre plan à nous, comme Canada, repose sur 4 points. Quel est ce premier point pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti? Eh bien, nous allons y aller avec un régime de sanctions. Nous allons sanctionner les politiciens, nous allons sanctionner les hommes d'affaires qui financent l'insécurité en Haïti. Fine.
Depuis que le Canada a sanctionné Martelly, depuis qu'il a sanctionné Lamotte, depuis qu'il a sanctionné Lambert, depuis qu'il a sanctionné que sais-je encore, est-ce que l'insécurité a baissé en Haïti? Pas du tout. Le Canada dit, OK, le deuxième point de notre plan pour juguler l'insécurité en Haïti, c'est que on va, n'est-ce pas, donner notre appui à la police. Mon œil. Haïti achète pour une dizaine de millions de dollars des chars entre les mains du Canada. Le Canada envoie ses bons chars, ses chars Léopard 2 ou d'autres chars de prestige. Je vous le donne en mille, en Ukraine, pays de blancs, et le Canada envoie en Haïti des chars de nègres. Et ça, c'est une vérité que Sébastien Carrière n'aime pas entendre. Quand on dit à Sébastien Carrière que le Canada a volé l'argent d'Haïti, qui est considéré comme un pays pauvre, et le Canada nous envoie en retour des chars de nègres qui tombent en panne dès le premier jour du service, eh bien, Sébastien Carrière se bat comme le diable dans l'eau bénite. Mais c'est pourtant la vérité. Il va jusqu'à faire congédier un consul haïtien à Montréal. Il va jusqu'à faire congédier un journaliste de près de 30 ans de carrière dans le Nouvelliste. Pour quelle raison? Parce que ces deux-là ont dit de Sébastien Carrière qu'il est un fief et menteur. Il promet des chars que Haïti paye, mais il nous donne des chars de nègres qui tombent en panne un jour après leur service. Troisième point du plan du Canada pour aider Haïti à sortir de la crise de l'insécurité, c'est d'aider les politiciens haïtiens à avoir un dialogue inclusif. Vraiment. Vraiment. Montana est allé très loin dans le dialogue inclusif. Des associations civiles ont été consultées, des associations à travers le pays ont été consultées. Une élection transparente a eu lieu pour justement faire élire un président de la transition, pour faire élire un premier ministre de la transition. À chaque fois, le Canada a trouvé que ce n'était pas assez inclusif. Ce n'était pas assez global. Pour quelle raison? Parce que Montana a dit, écoutez, on ne va pas garder Ariel parce qu'Ariel n'a pas de légitimité. On ne va pas garder Ariel parce qu'Ariel n'a pas de crédibilité morale. On ne va pas garder Ariel parce que sur Ariel pèsent de sérieux soupçons d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Or, c'est la chose à ne pas dire. Dès que vous dites au Canada qu'on ne veut pas d'Ariel, mais vous n'êtes pas assez inclusif. Et ironie du sort, sans rire, le Canada donne sa bénédiction au HCT, le Haut Conseil de transition au sein duquel on retrouve 3 ou 4 personnes. Ah bon, c'est ça le dialogue inclusif du Canada? Voyons donc, c'est un dialogue pour un pays de nègres. Et enfin, le Canada dit, moi, pour résoudre le problème de l'insécurité en Haïti, de 1, on va sanctionner, de 2, on va donner notre appui à la police, de 3, on va aider les Haïtiens à avoir un dialogue inclusif, et de 4, on va donner de l'aide humanitaire. Quelle gang de menteurs! Avez-vous entendu la réponse que l'ambassadeur Carrière avait faite à un journaliste haïtien qui lui avait demandé, OK, d'accord, vous êtes en train de sanctionner d'anciens politiciens haïtiens, d'anciens oligarques qui ont beaucoup d'argent et qui ont des investissements chez vous aux États-Unis. Fine, vous allez faire geler leur compte bancaire. Mais cet argent-là, est-ce que vous allez le retourner à l'État haïtien? Sébastien Carrière a eu le culot de blanc, le culot de raciste de dire, mais non, on ne va pas retourner cet argent à Haïti, même si l'argent appartient aux Haïtiens, on va le garder chez nous et on va vous donner de l'aide humanitaire. Vous savez comment ça s'appelle, monsieur Sébastien Carrière? Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle voler à un pauvre. Ça s'appelle, en bon haïtien, voler un morceau de cassave entre les mains d'un pauvre. Vous dites qu'Haïti est un pays pauvre qui mérite de l'aide humanitaire. Vous dites sanctionner des oligarques et des politiciens qui ont détourné de l'argent public d'Haïti. Et plutôt que de retourner ça à un État d'Haïti éventuel, vous dites non, le Canada va garder ça. Et c'est pour ça que le Canada avait fermé les yeux
sur l'investissement de 6 ou 7 millions de dollars du sénateur Ronnie Célestin, qui avait acheté cash comme ça 2 ou 3 résidences de plusieurs millions pour sa femme et ses fils à Montréal. La chose avait fait scandale. Dans un grand quotidien québécois, le Canada n'a pas réagi sous prétexte que c'était un investissement privé et que le Canada n'a pas n'est-ce pas, à mettre son nez dedans. Mais quand est venu le temps de sanctionner Ronnie Célestin, on a mis la main sur cette maison-là et on a dit, mais tiens, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Non, on va le garder. Mais ça s'appelle voler, monsieur Sébastien Carrière. Maintenant, posons-nous la question. C'est le temps des bilans. Ça fait 4 mois ou un peu plus que le Canada sanctionne. Vous dites avoir un plan en 4 points pour juguler le problème d'insécurité en Haïti. Régime des sanctions, pas vrai? Appui à la police avec des chars de nègres, n'est-ce pas? Aider au dialogue inclusif des politiciens haïtiens. Et quatrièmement, donner de l'aide humanitaire. Ça fait 4 ou 5 mois. Je vous pose la question, monsieur Sébastien Carrière, est-ce que l'insécurité a baissé d'un poil en Haïti? Est-ce que l'insécurité a baissé d'un cran en Haïti? Nullement. Alors, à cette question, qu'est-ce que le Canada est en train de faire? Le Canada est en train de se foutre de la gueule des Haïtiens, rien de moins. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence monsieur et madame tout le monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que noir, en tant qu'haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. On l'a vu, le soi-disant plan du Canada pour juguler l'insécurité en Haïti, c'est une espèce de feuille de chou qui vaut pas un pet de lapin. D'accord? Mais c'est le bluff, c'est le grand bluff. On continue à organiser des dîners de cons et on envoie le message aux ravisseurs, aux barbecues, aux vitellum, aux Chris là, enfin, tous ceux qui terrorisent la population, c'est business as usual. Mais vous le voyez bien, vous les Haïtiens,
Est-ce que Vitellum, Chrysler ou Barbecue ou les autres semblent inquiétés par les soi-disant bruits de la communauté des nations malveillantes? Pas du tout. Au fait, ils travaillent pour ces nations-là. Ils travaillent. Et vous allez voir, dans les prochaines semaines, les kidnappings vont s'intensifier. Probablement jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Suivez bien. Prêtez attention à ce que je vous dis. Pendant les prochains mois encore, les kidnappings vont s'intensifier, les ravisseurs vont être enhardis par l'impunité dont ils bénéficient. Pour quelle raison? On continue à faire ce qu'on appelle les push factors. On continue à pousser hors des frontières du pays tous ceux qui peuvent laisser le pays. Et vous le voyez bien. De nos jours, ce sont les médecins, de nos jours, ce sont les professeurs, de nos jours, ce sont les ingénieurs, ceux-là qui peuvent contribuer au relèvement d'Haïti, qui sont l'objet de kidnapping. Et généralement, lorsqu'ils sont libérés par leurs ravisseurs, la première décision qu'ils prennent, c'est de quitter le pays. Ça fait aussi partie du plan. Ça s'appelle justement le push factor. On est en train de pousser le derrière de tous ceux qui veulent quitter. On est en train de leur botter le cul pour qu'ils laissent le pays. Ça, c'est pour les cadres. Entre-temps, pour monsieur et madame tout le monde, il y a le plan Biden. Vous voyez semaine après semaine, les bureaux du ministère de l'immigration, en tout cas les bureaux qui émettent des passeports, ne se désemplissent pas, n'est-ce pas? Les gens sont prêts à tout pour le sésame, pour le Saint Graal qu'est le passeport haïtien. Ils veulent laisser. Donc on va pousser la population haïtienne à laisser le territoire, et cela jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de juin. Suivez bien ce que je suis en train de vous dire. À partir du mois de juin, le mot d'ordre va être changé. À partir du mois de juin, puisque le plan diabolique du Canada, des États-Unis et de la France, c'est de nous précipiter en élection au mois de novembre. Et les politiciens disent, écoutez, on ne peut pas aller en élection avec ce climat d'insécurité. On va maintenir ce climat d'insécurité jusqu'au début de l'été prochain. Ça, c'est pour vider le pays, casser la résistance, faire partir les cadres, tous ceux qui pourraient se présenter en tant que bonnes personnes, en tant que gens honnêtes, tous ceux qui pourraient se présenter aux élections vont quitter. Et à partir du mois de juin, juillet, marquez ma parole, soulignez à double trait ce que je suis en train de vous dire, à compter du début de l'été prochain, vous n'entendrez presque plus parler de kidnapping. On risque même d'arrêter les kidnappeurs. On risque de les tuer. Vous allez voir que la police haïtienne tout à coup va devenir efficace. On va nous apprendre que Vitellum a été arrêté. On va nous apprendre que Barbecue a été arrêté. Eh bien, quelques-uns d'entre eux vont être assassinés pour donner de la crédibilité à la police haïtienne, laquelle va faire croire à la population haïtienne qu'elle est en mesure d'assurer la sécurité pour les élections. Et entre-temps, d'ici au mois de juin, on va mettre sur pied un conseil électoral provisoire qui va prendre son baptême de pèlerin pour inviter la population haïtienne à aller voter. Et qu'est-ce que les ambassadeurs mafieux vont faire entre-temps? À compter du mois de juin, ils vont aller voir des politiciens pour les convaincre de participer. Ils vont leur faire des promesses. Ils vont promettre à Moïse Jean-Charles d'être le président. Ils vont aussi promettre, n'est-ce pas, à Claude Joseph, c'est déjà fait, d'être le président. Ils vont aller chercher de nouveaux visages et à chaque politicien, ils vont faire la même putain de promesse. C'est vous, notre choix. Et ces politiciens-là seront invités, n'est-ce pas, à Ottawa, ils seront invités à Washington, ils seront invités à Paris pour leur faire croire qu'ils sont vraiment le choix, qu'ils sont vraiment l'élu, qu'ils sont vraiment le bien-aimé des nations malveillantes. Tout ceci, c'est pour qu'il puisse y avoir élection, car il ne saurait y avoir d'élection s'il n'y a pas de candidat. Et pour convaincre donc les candidats, on va ou faire baisser le taux de kidnapping, on va arrêter les kidnappeurs, mais seulement à compter du début de l'été. On va leur promettre, n'est-ce pas, à chacun, ce qui est ridicule, qu'ils seront présidents. Il ne peut y avoir qu'un seul président.
Et là, la population haïtienne, voyant que les kidnappings baissent, les politiciens haïtiens se laissant croire qu'ils peuvent faire campagne à travers le pays, on va nous diriger vers des élections bidons. Et, marquez encore une fois ma parole, on va nous donner un autre PHTK. Pour l'instant, celui qui est en lice, c'est Claude Joseph. C'est à lui qu'on fait la promesse. Vous vous souvenez, la semaine même de l'assassinat de Jovenel, je vous avais dit de ne pas vous tromper là-dessus, c'est Claude Joseph qui serait candidat. Quelques-uns m'avaient dit, ah ouais, mais vous savez, il n'a pas de décharge. Foutaise que tout cela. Il a de l'argent, il a détourné les fonds publics du ministère des Affaires étrangères pour sa campagne. Il a été payé pour son implication dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et pour l'instant, Kenneth Merton, pour l'instant, les Clinton, pour l'instant, l'ambassade américaine lui promettent que c'est lui qui sera le président. Et vous notez qu'il est le seul à faire campagne. Lorsque Jocelyn Prévert a tenté de se lancer, lui aussi dans la course, on le sanctionne pour l'empêcher de le faire. Donc vous notez que nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons rien. Nous ne pouvons pas congédier un premier ministre que nous n'avons pas placé. Ce dernier a été placé là par un tweet des ambassadeurs. Nous ne pouvons pas, en tant que nation, proposer une structure de transition. La communauté des nations malveillantes nous dit que vous n'êtes pas assez inclusif et pourtant, cette même communauté des nations malveillantes nous propose un haut conseil de transition formé de 3 ou 4 personnes, ironie du sort. Cette communauté internationale qui dispose de toutes les armes du monde parce que c'est elle qui les fabrique, c'est elle qui les laisse entrer sur notre territoire, dit écoutez, je ne peux pas vous aider autrement. Et pourtant, cette même communauté nous dit qu'il nous faut aller aux élections au mois de novembre de cette année. Pour nous y convaincre, pour l'instant, on fait monter les enchères. On kidnappe, on terrorise pour faire partir les cadres, pour faire fuir ceux qui pourraient offrir une certaine résistance, le plan Biden. Et vers le début de l'été, marquez mon calendrier, les kidnappings vont baisser. On va arrêter les kidnappeurs. On va en tuer quelques-uns. La police va avoir du tonus. La police va retrouver du poil de la bête. Et là, on va dire aux politiciens, les mêmes qui souffrent de présidentite, c'est vous, notre choix. À l'autre, c'est vous, notre choix. À un autre, c'est vous, notre choix. Et là, ils vont être encouragés par ces promesses fallacieuses. Ils vont s'inscrire sur la liste électorale et la population haïtienne va dire, mais il y aura effectivement élection puisqu'il y a candidat. Il y aura effectivement élection puisqu'on a arrêté Barbecue, puisqu'on a arrêté Vite l'Homme. Il y aura effectivement élection puisque les taux de kidnapping baissent. Et vous allez voir, celui ou celle qui va remplacer Madame Lalime au BINU va tenir des discours creux devant les Nations Unies avec des chiffres à l'appui. Le taux de kidnapping a baissé de 30%, l'insécurité a baissé de 20%. Eh bien, regardez, les cas d'enlèvement ont baissé de 30%. Donc, le contexte est propice pour des élections et tout cela ne sera qu'un autre dîner de cons parce qu'on a perdu depuis 20 ans le contrôle de notre destin politique. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Maintenant, la véritable question à se poser, c'est la suivante. Pourquoi les ambassadeurs mafieux du Canada, de la France et des États-Unis arrivent-ils si facilement à se jouer des politiciens haïtiens? Est-ce parce qu'ils ne sont pas intelligents? Ils sont aussi intelligents que vous et moi. Est-ce parce qu'ils ne sont pas scolarisés? Beaucoup d'entre eux sont hyper scolarisés. Savez-vous pourquoi
les ambassadeurs étrangers, les mafieux, les malveillants arrivent si facilement à se jouer des politiciens haïtiens? Écoutez bien, parce qu'ils sont blancomanes. Les politiciens haïtiens s'imaginent qu'ils ont un supplément d'être si un ambassadeur les invite à une rencontre. Écoutez, je vis dans un pays de blancs depuis 34 ans. Je n'ai pas un supplément d'être. Je ne suis pas plus humain parce que je vis avec des blancs. C'est à cause de cette blancomanie que le blanc qui mange avec vous aujourd'hui vous sanctionne demain. C'est à cause de cette blancomanie que le même blanc qui avait fourré Myrland Maniga il y a à peine 11 ans, le même blanc qui l'avait baisé sans ménagement, 11 ans plus tard, la baise encore. Aussi longtemps que les politiciens haïtiens ne sont pas conscients de leur blancomanie, du fait qu'ils s'imaginent manquer de quelque chose s'ils n'ont pas leur blanc à eux, le fait qu'ils savent que le blanc est menteur, mais ils continuent à se faire mentir, à se faire promettre, n'est-ce pas, toutes sortes de balivernes, aussi longtemps que le politicien haïtien demeurera aussi blancomane. Le plan diabolique du Canada et de la France et des États-Unis pour Haïti restera intact. Donc pendant que je dénonce le plan diabolique de ces nations malveillantes, je dois fouetter aussi, mon Dieu, je dois dénoncer avec plus de vigueur, plus de rigueur encore, la blancomanie de nos politiciens. Mais c'est aussi la blancomanie des élites haïtiennes. Le gars est hyper scolarisé, il est PhD, il détient combien de maîtrises, il a fait des études sérieuses à l'étranger, mais on lui envoie n'importe quel petit pisseur. Pourvu que ce soit un étranger, on lui envoie n'importe quel petit pisseur, pourvu que ce soit un blanc. Il est prêt à offrir à ce blanc sa mère ou sa fille. Parce que être avec un blanc confère, dans la tête du politicien, confère un supplément d'être. Nous devons résoudre ce problème-là. Nous devons nous guérir de ce mal. Donc, pourquoi ces blancs malveillants se moquent si facilement de nous? Pourquoi les blancs malveillants ont-ils la tâche si facile? Ce n'est pas à cause de la population haïtienne, c'est parce que les élites haïtiennes, la classe politicienne haïtienne, les élites intellectuelles aussi, les élites économiques, ce sont des élites blancomanes. Chacun a son petit blanc qui lui ment. Chacun a son petit blanc qui le baise. Chacun a son petit blanc qui le fourre, sans ménagement. Dès qu'un petit employé du département d'État vous invite à une rencontre à l'ambassade, dès qu'un petit employé de l'ambassade de France ou n'importe quel petit employé de l'ambassade du Canada vous invite à une rencontre, bon Dieu, vous êtes prêt à abandonner tout autre rendez-vous pour vous rendre à ce rendez-vous de blanc, pour que vous puissiez dire « m'te là tout, mais pourtant m'te là tout, blanc et lime ». Putain de flatteur, putain de blancomane. Mais vous savez surtout pourquoi le blanc arrive si facilement à se jouer de nous? Parce que la population haïtienne se cherche encore un leader. C'est ça le problème. La population haïtienne ne s'identifie pas aux leaders qui sont sur le terrain. La population haïtienne ne se reconnaît pas dans le discours ni dans la posture des politiciens qui sont sur le terrain. Elle se cherche encore, la population, un leader, un vrai. Vous vous souvenez de 90? Est-ce que vous vous en souvenez? Le blanc n'avait pas le choix que de laisser la population haïtienne choisir et imposer son président
Parce que c'est la majorité des Haïtiens qui se sont identifiés à ce leader-là. On l'aime ou on l'aime pas. Il a sûrement commis des erreurs. Il a commis des bêtises, c'est vrai. Mais depuis Jean-Bertrand Aristide, la population haïtienne se cherche un leader. Et c'est ce vide-là que le blanc comble. La population haïtienne n'est ni abrutie, elle n'est ni complètement zombifiée, elle est en quête de quelqu'un en qui il puisse croire, de quelqu'un à qui elle puisse s'identifier. La population haïtienne est en quête d'un politicien crédible, d'un politicien qui a la posture qu'il faut, d'un politicien véritablement patriote, et non pas quelqu'un qui se cherche une job. Et les Blancs malveillants, les ambassadeurs du Canada, des États-Unis et de la France veillent au grain. Ils disent, écoutez, on va tout faire pour qu'on ne revive pas un autre Lavalas. On va tout faire pour qu'il n'y ait plus un leader qui a un panache national, qui a un rayonnement national. On va entre-temps dépecer le pays, on a déjà pris la Badie. On veut prendre l'île de la Gonave, l'île de la Tortue, etc. Ce pays-là, je l'ai dit au début, va être un territoire transnational parce que nos élites sont blancomanes, nos politiciens sont blancomanes, parce que surtout la population haïtienne se cherche un leader. Vous savez ce qui me donne l'espoir? C'est encore Toussaint Louverture. Encore notre vieux Toussaint Louverture. Cet homme qui était tellement en avance sur son temps. Lui qui est né dans l'esclavage, qui a vu, n'est-ce pas, Macandal se faire assassiner, se faire immoler littéralement, pour avoir osé lancer un mouvement de révolte générale des esclaves. C'est ce même Toussaint Louverture qui va réussir, lui, la révolution. La révolution qui va aboutir avec ses propres soldats en 1803, bataille de Vertières, et la proclamation de l'indépendance en 1804. Mais c'est ce même Toussaint Louverture qui a dit, vous savez quoi? Une armée peut vaincre une autre armée, mais on ne pourra jamais vaincre un peuple en armes. Le peuple haïtien, je le sais, il est incassable. Le peuple haïtien, je le sais, il est invincible. Le peuple haïtien, je le sais, il est imprévisible. Qu'on se le tienne pour dit. Est-ce que vous vous souvenez des années qui ont précédé 90? Lorsqu'au renversement de Jean-Claude Duvalier, eh bien le département d'État a récupéré ce mouvement-là rapidement. Le département d'État a placé à la tête du pays une junte militaire. Et c'est bien qu'on perdait déjà, sous Namphis, sous Prosper Avril, les acquis auxquels on aspirait en renversant Jean-Claude Duvalier. Ils ont massacré les électeurs qui voulaient voter pour un candidat de gauche en la personne de Gérard Gourgue. Mais qui eût dit que 2 ou 3 ans plus tard, ma foi, on allait se retrouver avec le candidat le plus populaire de toute l'histoire de ce pays, Jean-Bertrand Aristide. Ça, les analystes, les futurologues américains, ou canadiens ou français ne l'avaient pas prévu. C'est ce qui me donne espoir encore avec Haïti. Quand on pense que tout est perdu. En 1791, tandis que les cochers préparaient le congrès politique de Bois-Caïman, eh bien, aux yeux des esclavagistes, aux yeux des Français, mais il n'y avait plus d'espoir. Les esclaves étaient esclaves, ils resteraient esclaves. Les Blancs ne venaient-ils pas de tuer dans le sang la tentative de révolte des affranchis? Et pourtant, Bois-Caïman se préparait. 8 jours plus tard, c'était la révolte générale des esclaves qui allait foutre le feu dans
si vous voulez, la plantation de l'esclave pour libérer ces 450 000 esclaves et les conduire à l'indépendance le 1er janvier 1804. Quand on pense que tout est perdu, quand on pense que ce peuple est courbé, quand on pense que, n'est-ce pas, nos ennemis l'emportent définitivement sur nous, le peuple se lève tout à coup, se choisit un leader qui le conduit à la victoire. De Makandal à Boukman, de Boukman à l'ouverture, de l'ouverture à Dessalines. Rappelez-vous ceci. Quand on pense que tout est perdu, le peuple haïtien se réserve toujours des soldats. Il se réserve toujours, n'est-ce pas, des leaders. Il se réserve toujours des libérateurs que l'ennemi n'avait pas prévus. Voilà ce qui me donne de l'espoir. On peut vaincre une armée, disait Toussaint Louverture, mais on ne saurait vaincre un peuple en armes. Restons vigilants. Ne nous laissons pas égarer par les distractions du régime de sanctions du Canada. Restons concentrés. Identifions nos ennemis, identifions nos faiblesses et surtout, gardons espoir sur la base de notre histoire. Car, peuple haïtien, nous sommes incassables, nous sommes invincibles. Le jour viendra où la population haïtienne s'identifiera à un leader. Le jour viendra où un leader se lèvera pour défier les Blancs malveillants et pour reprendre le contrôle et le destin politique de ce pays. J'espère vous avoir été utile. On garde le moral. Moi, je garde le moral. Car tant qu'on garde le moral, tant que va le moral, tout va. Hein? Merci de votre support. Continuez à vous procurer ce livre de Toussaint Louverture. Question de vous ressourcer à même votre histoire. Une histoire palpitante, une histoire édifiante. Et rappelez-vous ceci, s'il est une chose que nous devons retenir de l'histoire d'Haïti, c'est que le peuple haïtien est invincible, il est incassable et il est imprévisible. Au moment où l'on s'y attend le moins, le peuple haïtien se donne un nouveau leader qui le conduit à un nouvel épisode. Merci de votre écoute, bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.